Bonjour, c'est parti pour le montage du D2 Evo. On commence par les amortisseurs. Les bouchons d'amortisseurs sont en alu, ce qui est assez rare de boîte. Les corps d'amortisseurs font 12 mm de diamètre et une longueur de 40,2 mm pour les amortisseurs avant. Les bagues de réglage sont orange, et je ne sais pas si on va bien le voir, mais tous les quarts de tour, il y a un repère sur les bagues. Les ressorts avant ont une dureté de 75, ce sont les plus durs de la gamme, et ils ont une longueur de 38 mm. Les tiges amortisseurs avant ont un diamètre de 3 mm et une longueur de 43,4 mm. Une petite touche de couleur avec les joints d'amortisseurs qui sont jaunes et les bagues qui sont oranges. Il y a de nombreux pistons fournis de boîte. 2 trous 1,6 mm, 2 trous 1,7 mm, 4 trous 1,2 mm, 4 trous 1,3 mm, 4 trous 1,4 mm, et pour ceux qui veulent personnaliser leurs pistons non percés. Au niveau des coupelles et des chapes d'amortisseurs, il n'y a qu'une longueur disponible. Les corps d'amortisseur arrière ont une longueur de 40,2 mm. Et les tiges d'amortisseur ont une longueur de 50,3 mm. Il y a deux marques sur la partie inférieure des tiges. Cela est astucieux, je vais en parler un peu plus loin dans la vidéo. Les ressorts arrière ont une dureté de 45 et une longueur de 52 mm. Quand j'ai parlé des pistons, j'ai oublié de préciser que le diamètre des trous est indiqué sur le piston. C'est intéressant, le piston est maintenu sur la tige par un écrou uni-stop de 4 mm. Sur certains châssis, c'est un écrou simple. Cela permet d'éviter un desserrage de l'écrou dans le temps. Sur la notice, il est indiqué de lubrifier les joints avec de l'huile silicone utilisée dans les amortisseurs. Je vous conseille d'utiliser de la graisse pour joints O-ring. La plus connue est la Green Slim de chez Team Associated, mais il en existe sous d'autres marques. Cela permet de mieux lubrifier les joints au montage que l'huile silicone. Comme j'en avais parlé avant sur la vidéo, sur l'extrémité des tiges d'amortisseurs, il y a deux marques. Celles-ci permettent de régler le serrage des chapes lors du montage. Il sera peut-être nécessaire d'ajuster plus précisément le serrage de la chape avec un pied à coulisse ou un réglet. Pour le remplissage des amortisseurs, je vous invite à regarder cette vidéo. Le différentiel est en trois parties. La partie centrale est en plastique et les côtés en aluminium. Les satellites et les planétaires sont en alu, tout comme les axes des satellites. Cela change des châssis actuels où la mode est au plastique. Il y a deux paires d'inserts pour régler la hauteur du différentiel. Ils sont repérés par des points. Cela donne en tout 4 hauteurs de réglage pour le différentiel. Pour l'installation des noix de diff, comme on peut le voir, il n'y a pas de rondelle installée après le joint. Je lubrifie les sorties de noix de différentiel avec de la graisse Ultima Racing Teflon. Cela permet de graisser le joint et en même temps d'assurer une meilleure étanchéité. L'avantage d'avoir un différentiel en 3 parties, c'est qu'en cas d'usure des dents, il est possible de remplacer que la partie centrale. Et je vois comme inconvénient le fait qu'il y a des joints sur les deux côtés du différentiel, ce qui peut augmenter le risque de fuite. Pour le remplissage du différentiel, il faut mettre de l'huile
jusqu'au niveau des axes des satellites. Au niveau du serrage des vis, ce n'est pas précisé dans la notice. Il faut bien sûr les serrer en quinconce. Cela est sûrement dû au corps en alu, car quand on installe les roulements, il y a du jeu et ils ne tiennent pas sur le différentiel. En comparaison avec le différentiel du PR Racing et le corps en plastique, ce n'est pas très grave, mais il faudra penser à stocker les roulements avec le différentiel jusqu'à la phase de montage sur le châssis. Il y a deux tailles pour les biellettes, 44 mm et 48 mm. Les chapes ont toutes la même longueur, ce qui peut être pratique en cas de casse. Et elles sont percées afin de pouvoir passer le tournevis et de régler la boule sans devoir démonter la chape. Pas de difficulté particulière par rapport au montage des chapes. Le châssis anodisé noir a une épaisseur de 2,5 mm. On voit qu'il est fraisé au niveau du moteur, de la batterie, de l'électronique et du cerveau. Le châssis est droit et n'est pas plié sur la partie avant. Les bavettes sont assez imposantes sur l'avant du châssis. Ce qui est intéressant, c'est que sur la partie arrière des bavettes, il y a des trous prévus pour l'installation de ventilateurs, et cela sur la partie gauche ou droite du châssis. Ce qui est pratique, c'est que les 4 vis des bavettes ont la même taille, du coup pas de prise de tête lors du montage. Une inspiration du TT18, ce sont les butées de drop sur le châssis. Elles sont en alu et elles ont une position spécifique sur le châssis. Cela est plus pratique que ce qu'il existe en TT110 actuellement, où il est nécessaire d'installer des cales sur les tiges d'amortisseur pour régler le drop. Le système de maintien de la batterie est en carbone. On voit qu'il y a sur les supports batterie différents trous, ce qui permet de positionner la batterie sur l'avant ou sur l'arrière du châssis. La fixation est assurée par 2 élastiques. Il faut se rappeler que ce châssis est sorti en 2022 et qu'à l'époque, la plupart des châssis avaient un système de fixation par molette et que beaucoup d'optionneurs proposaient ce système de fixation par élastique qui est beaucoup plus rapide et pratique. C'est la fin de la première partie du montage. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez des pouces. Abonnez-vous et activez la cloche afin de recevoir les notifications, afin de pouvoir suivre la suite du montage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.